On va essayer de parler justement aujourd'hui des liens un peu entre archéologie, histoire, ethno-histoire au moment des premiers contacts, en particulier à l'île des Pins. Parce que la présentation d'aujourd'hui en fait est issue d'une synthèse historique que j'ai pu faire et de résultats de terrain en fait obtenus dans le cadre de ma thèse de doctorat que j'ai fait il y a plusieurs années maintenant. Une île qui est donc située à environ 40 km au sud de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, dans cette région-là. Voilà l'île en entier. Et elle portait cette thèse sur le peuplement et les trajectoires des sociétés qui donc l'avaient occupée à l'époque pré-européenne. Mais au fur et à mesure des prospections sur le terrain, on a mis en évidence des concentrations parfois de mobilier archéologique qui pouvaient témoigner par exemple d'objets, d'outils, de matériaux qui étaient donc nouveaux pour les Océaniens, des matériaux introduits, ou des choses qui pouvaient éventuellement aussi démontrer des installations européennes pérennes à l'île des Pins, notamment dans les premiers temps de la période, on va dire, historique ou coloniale, et donc notamment dans la région de Wao, ici, où est concentré le village actuel, et puis plus largement sur toute cette côte ouest de l'île des Pins, ici, qui a été annexée à un moment donné de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie par l'administration pénitentiaire. Alors, j'y reviendrai après, mais ces vestiges archéologiques qui permettent en fait de préciser les connaissances ethno-historiques et historiques, au moins autant qu'ils les interrogent, parce que, vous savez, on a tendance à percevoir le contact européen comme une espèce de point un peu de non-retour, qui a entraîné, bon, certes, un bouleversement radical des équilibres socio-économiques traditionnels, et l'apparition des sources écrites à partir du moment du contact, par le biais notamment des témoignages des navigateurs, hein, comme Serge l'a rappelé juste avant, eh bien, ça a favorisé longtemps le choix de ce moment comme celui finalement de l'écriture d'une histoire, de l'histoire, avec l'époque antérieure qui revêt souvent des termes comme pré- ou proto-histoire. Alors moi, je ne vais pas revenir sur ces dénominations hein, qui peuvent tout à fait avoir leur justification, d'autant plus que personnellement, je suis préhistorien et donc je ne considère pas du tout le mot préhistoire comme un mot sale. Mais il s'agit plutôt ici à réfléchir en fait à ce que l'archéologie peut apporter finalement à la notion de contact. Parce que les sources archéologiques, elles ne changent pas, elles, drastiquement, en fait, entre le moment d'avant et le moment d'après du contact. C'est simplement des objets nouveaux de la culture matérielle qui se superposent à une culture matérielle préexistante. Et on peut voir aussi parfois en lien avec le choc microbien qui est induit par le contact européen et qui, quelque part, est la grande violence sourde, finalement, de ces contacts, eh bien, des transformations dans l'occupation de l'espace qui sont liées justement aux dépopulations avec des abandons de sites, etc., qui deviennent visibles. Donc, c'est justement parce que l'archéologie, c'est une science qui finalement est une science du quotidien, de l'usuel, du commun, de l'ordinaire, qu'elle peut du coup rendre compte de la continuité entre l'avant et l'après-contact. Et justement parce que l'archéologie nous a renseigné sur ce qu'il y avait à l'île des Pins, en fait, avant le contact européen, donc pendant le dernier millénaire. Donc ça, c'est l'ensemble des zones qui ont été inventoriées pendant mon travail de doctorat. Et ici, toutes les flèches que vous voyez là sont les différentes relations que je ne vais pas détailler. Hein. Il y a une excellente thèse qui a été publiée sur le sujet, que vous pouvez télécharger sur ResearchGate, mais qui montrent en fait un dynamisme de cette région du sud de la Grande Terre, et donc vraiment une communauté d'échanges, de relations, etc. autrefois. Et donc ça, c'est le tableau qu'on a en fait avant le contact européen, et donc qu'est-ce que quelque part après on obtient, c'est un peu ça qu'on peut analyser. Alors on a en fait également aussi à l'île des Pins à l'époque une population qui est sans doute significative. On a beaucoup de mal à l'évaluer en termes clairs, mathématiques, mais cette population a été capable d'édifier les grandes terrasses empierrées que vous voyez ici, sur de nombreux niveaux. Alors là, sur cette photo, je les ai justement délimités sur la photo pour que vous puissiez les voir. Il y a vraiment des empilements de terrasses toutes empierrées hein, de ce genre qui font parfois 1,50 m de hauteur sur plusieurs dizaines de mètres de long dans certaines régions. Et je voudrais aussi insister avec vous sur le fait que ces terrasses, elles ont été aménagées dans des zones de l'île des Pins qui sont ces pentes de plateau, qui sont des pentes latéritiques avec un sol de mauvaise qualité, riche en métaux. On a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, hein, vous le savez, très pauvre en éléments nutritifs, et donc qui donne, en termes de culture, des résultats qui sont très mauvais.
Donc si on a des aménagements de ce genre pour créer du rendement horticole dans des endroits où la culture est en réalité impropre, ça veut dire que dans toutes les bonnes terres de la ceinture corallienne de l'île, il y a déjà des gens qui cultivent, il y a déjà des espaces cultivés ou des espaces qui sont en jachère ou des zones d'habitat. Mais on ne va pas aller cultiver fondamentalement des endroits qui sont pauvres alors qu'il y a des endroits de meilleure qualité sur la même île. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ces aménagements en zone latéritique qui montrent une densité de l'espace qui est relativement élevée. Et donc ça c'est quelque chose que je voudrais que vous reteniez parce que je vais y revenir ensuite. Alors pour ce qui est des contacts européens, l'île des Pins a été aperçue par le navigateur britannique James Cook à la fin du mois de septembre 1774 lors de son second voyage. Vous avez ici une gravure tirée d'un dessin de William Hodges qui illustre cet événement. Mais il n'est dit nulle part que Cook débarque réellement à terre. Il va débarquer en réalité que sur un petit îlot, il ne rencontre personne et il repart. Donc plus tard, en fait, il est possible que le navigateur Jean-François de la Pérouse se soit également rendu à l'île des Pins. Il en avait reçu les instructions par le biais de Louis XVI. Et il y a deux traditions orales collectées localement qui peuvent être rattachées à cet épisode. Alors en voilà une. Ici, il s'agit de ma traduction au tableau, mais en français, ça donne 2 navires parurent un matin devant Gadgist, au nord de l'île des Pins. Aussitôt mouillés, plusieurs canots s'en détachèrent, chargés de monde et se dirigeant vers la côte. Les naturels pris de frayeur avaient fui sur le plateau supérieur. Quelques-uns des plus braves accostèrent les étrangers qui avaient eu quelque peine à descendre à cause de la houle. Les témoignages d'amitié qu'ils en reçurent encouragèrent leurs camarades qui, mêlés dès lors aux matelots, ne songèrent qu'à s'emparer d'eux et de leurs richesses. Le moment de rembarquement fut choisi comme signal de l'attaque, mais surpris par le bruit nouveau pour eux de la mousqueterie, ils s'enfuirent dans les bois, abandonnant 3 morts et plusieurs blessés. Il y a une tradition donc similaire qui existe avec le même témoignage, mais on a des absences bien sûr de preuves matérielles tangibles, et donc il est possible que ce premier contact violent soit pas celui de la Pérouse, puisque c'est une tradition orale qui a été collectée dans les années 1850-1860. Il est possible que ce soit le passage des capitaines Hunter et Bowen, qui sont des capitaines anglo-saxons et qui sont passés par l'île des Pins en 1791, donc à peu près à la même période que la Pérouse lui-même. En réalité, c'est l'essor des activités de traite en fait, et de trafic qui va générer des contacts dans le Pacifique, en particulier avec l'île des Pins. Et donc à la suite de l'Amélia, vous savez en 1789 qu'il y a la découverte de la baleine dans le Pacifique, donc il y a l'essor de la chasse à la baleine. Mais les baleiniers ne sont pas toujours forcés de faire relâche dans les îles, en particulier celles qui ne connaissent pas bien. Donc les premiers contacts qui sont autres que visuels, véritablement avec la population, c'est-à-dire avec des marins qui débarquent à terre, sont le fait des missionnaires de la London Missionary Society en 1840. C'est le pasteur Thomas Heath, qui est un missionnaire protestant, donc en provenance de Polynésie, sur le Camden, qui va débarquer 2 teachers polynésiens, qui sont donc les premiers chrétiens, mais pas les premiers européens, du coup, à partager la vie du peuple de l'île des Pins le 12 mai 1840. Alors les indiscrétions des marins de ce même navire, le Camden, en relâche à Sydney, ont donc signalé ensuite la présence de santal sur l'île des Pins. Et donc à l'époque, le santal est une denrée fondamentale d'un commerce triangulaire entre la Chine, l'Australie et l'Océanie lointaine. Et donc les équipages santaliers se lancent dans l'exploration systématique de la Mélanésie, et on va observer en fait à l'île des Pins un chassé-croisé entre les navires missionnaires qui viennent, j'allais dire, vérifier finalement l'état d'avancement des teachers, les navires santaliers qui vont également passer dans les eaux, et on observe en fait un chassé-croisé un peu incessant pendant les 2 prochaines années, entre 1840 et 1842, et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître dans les collections archéologiques en fait des fragments de verre, les pipes en terre anglo-saxonne, comme celles par exemple qui sont, vous voyez ici, avec estampillé Glasgow, des lames de hache, des blocs de sandstone, le grès de plage australien, qui est utilisé comme ballast sur les bateaux, qui ensuite est échangé avec les gens de l'île des Pins, qui devient des polissoirs pour justement les objets en métal, etc. etc. Alors cette présence finalement concomitante, contemporaine des santaliers et des premiers émissaires des missionnaires, les voyages fréquents font du coup de cette région un cas un peu particulier. Et l'absence de contact européen antérieur à cette période a entraîné un autre petit biais de compréhension pour l'histoire en général. Les historiens, au fait du processus de dépopulation, ont souvent mentionné les témoignages comme celui d'un teacher polynésien qui s'appelle Taonga dans le sud de l'île des Pins, en face, qui était à Yaté, en face de l'île des Pins, ou ceux du capitaine Cheney, par exemple, qui mentionnent des épidémies comme dues au contact, comme le départ de la dépopulation. Mais
expliquer le début de la dépopulation à partir de 1840 à l'île des Pins, c'est nier le fait que en 1774, en 1791, en 1792, en 1793, en 1803, vous avez des gens qui débarquent en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre. Or, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des réseaux d'échanges kanak très importants, traditionnels, qui sont véhiculés sur l'ensemble de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, avec laquelle l'île des Pins a des liens, et donc il est fort possible que ces échanges traditionnels, ils véhiculent eux-mêmes une partie des maladies qui sont déjà introduites à l'île des Pins depuis 70 ans, en 1840. Donc, chronologiquement, je pense qu'il s'agit en réalité que les épidémies qu'on observe, elles sont probablement non pas le début d'un processus en 1840, mais la suite d'un processus qui est engagé probablement 70 ans plus tôt, depuis les années 1774. Alors il y a un contexte de mort, bien entendu, dans ces témoignages d'épidémies, et ça entraîne des grosses violences. Les teachers polynésiens, d'une part, ils sont perçus par les gens de l'île des Pins comme des ersatz, comme des missionnaires de remplacement. Les chefs de l'île des Pins réclament des missionnaires blancs plutôt que des missionnaires samoans. Il y a des contacts bien sûr brutaux avec les équipages, il y a des conditions de traite, d'échange du santal qui sont mauvaises, en tout cas inégalitaires, elles sont mal perçues par les gens de l'île des Pins. Il y a des violences qui sont par exemple l'incendie de la grande chefferie de Gadji par des équipages de santaliers. Donc ça entraîne des massacres, comme celui d'un navire qui s'appelle le Star en novembre 1842. L'équipage complet et les 3 teachers polynésiens qui sont réfugiés à son bord ont été massacrés à ce moment-là par la population locale. Alors c'est un événement tragique, un petit peu rocambolesque, comme ça, dont l'historiographie calédonienne a longtemps fait un peu le symbole, quelque part, des affrontements entre Européens et Océaniens. Sauf que il faut faire le détail de l'équipage du Star. Dans l'équipage du Star, il y a le capitaine Ebril, qui est un Européen, et son neveu William Henry. Il y a 6 autres marins européens, ils sont 8. Mais vous avez 2 hommes de Wainé, 2 hommes de Mangaya, un homme d'Aitutaki, un marquisien, on ne connaît pas l'île d'origine, un homme de Maui, donc de l'archipel d'Hawaï, et les 3 teachers, que sont Taniela et Lasalo, qui sont samoans, et Rangi, qui vient de Rarotonga. Donc en réalité, c'est un équipage de 8 Européens et 10 Polynésiens qui est massacré ce jour-là, en novembre 1842. Donc là encore, on est un peu face à un autre biais, quelque part, de la perception historique. Dire que le Star, c'est généralement perçu comme un navire européen, quelque chose qui représente en fait les Européens dans le Pacifique, alors qu'en fait, l'équipage qui fait preuve de violence vis-à-vis des insulaires, eh bien, c'est un équipage mixte, qui est composé d'une majorité d'Océaniens. Alors je n'essaye pas du tout de remettre en cause la responsabilité européenne dans la genèse du trafic du santal. Bien évidemment que ce sont les Européens qui sont à la manœuvre du trafic. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, en fait, parfois, cette espèce d'opposition un peu manichéenne qu'on peut faire entre l'Européen vénal et l'Océanien un peu idéalisé, il y a en réalité des subtilités. C'est-à-dire que vous avez des Océaniens aussi qui sont pas spectateurs seulement du destin qui est le leur en fait à l'époque, mais ils en sont acteurs, ils sont acteurs de ces trafics, ils sont acteurs de ces contacts, et ils sont aussi acteurs de ces violences, bien avant la mise en place en fait des tutelles coloniales coercitives qui seront mises en place ensuite. Donc, cet échec des protestants à l'île des Pins, avec la mort des teachers polynésiens, va permettre, paradoxalement, en 1848, l'installation de la mission catholique à Wao. La mise en place, elle a pu se faire assez facilement, finalement, grâce au travail préparatoire des protestants, notamment les concepts de Dieu unique, le découpage du temps en semaines de 7 jours, etc. Et la récupération, surtout, par la chefferie Vendégout, finalement, d'un territoire qui s'est vidé à cause des épidémies, le territoire de la région de Wao. Le massacre du Star a entraîné cette épidémie très grave où tout le monde est mort. Vous avez le chef Tito Oru qui demande à un moment à un révérend qui dit « Est-ce que Jéhovah veut manger toute mon île ?» C'est la question qui est réellement posée à ce moment-là. Donc, on peut considérer quelque part que sans la venue des teachers protestants et des santaliers quelques années plus tôt, et les très graves épidémies qui en sont découlées, qui ont libéré finalement un territoire, et bien cette réorganisation de la mission de Wao, cette création de la mission et cette réorganisation spatiale, elle aurait été beaucoup plus difficile. Je vais la préciser dans un instant. Et donc ce territoire vidé, il a permis la refonte de l'espace social autour de l'église et du presbytère que vous voyez ici, avec ce très beau pont à 2 arches en pierre qui est en contrebas de l'église. Et donc l'ensemble des clans de l'île aujourd'hui, donc 1 siècle et demi après tout ça, eh bien il est réparti autour du cœur névralgique de la mission,
avec des domaines fonciers différents. Vous avez la mission ici. Ici, vous avez la résidence de la grande chefferie. Là, vous avez le marché public aujourd'hui, et voilà, tout un carrefour, le distributeur de la banque, etc. Là, vous avez les installations des clans Cautereux et des clans Vacoumé, qui sont en fait les porte-paroles de chefferie, ce sont les gens qui ont le droit de désigner le chef, c'est en réalité le propriétaire terrien très important, et qui font partie de la même tribu que le grand chef. Ensuite, vous avez les autres membres des différents clans de la chefferie de Gadji, et sur tout le reste du village, eh bien, l'ensemble des différents domaines fonciers qui se répartissent, des différents clans et des différentes tribus. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la chefferie, eh bien, leur influence réelle, politique, diminue également. Donc cette recomposition, elle est liée à cette épidémie et donc à ces premières violences. Alors, je terminerai en fait sur quelque part d'autres violences très, très graves qui ont eu lieu. On n'est plus dans le cas des premières violences, mais on est dans le cas de violences postérieures. Vous avez en Nouvelle-Calédonie l'implantation de la mission catholique en 1848 à l'île des Pins, puis en 1853 l'implantation la signature des actes de possession. Et ça devait diminuer apparemment les tensions, mais la dépopulation, elle, va se prolonger. Hein. Les prières, la pharmacopée traditionnelle à l'époque se révèle inopérante sur les maladies introduites européennes. Et l'île des Pins n'était pas concernée au départ par la politique de colonisation pénale qui était celle de l'État, ni donc au cantonnement, ni donc aux réserves Kanak, etc. Jusqu'à ce qu'en 1871 éclate à Paris une insurrection qui s'appelle donc la Commune, et la répression de la Commune devait conduire à l'arrestation puis donc au jugement de tout un tas d'insurgés, et 3500 d'entre eux vont être condamnés à l'exil à l'île des Pins. Et donc l'île des Pins va être réquisitionnée par l'administration pénitentiaire, elle est coupée en deux, et toute sa côte ouest va être utilisée donc par la paix. Cette réquisition, elle va faire fi, elle va nier en fait quelque part ces implantations de clans et de lignages sur des territoires depuis au moins plusieurs siècles, avec les référentiels naturels, mythiques, spatiaux, idéels, etc., qui étaient transmis de génération en génération pour toute cette population-là. Et donc, elle va servir à loger le personnel de l'administration pénitentiaire et puis les gens que l'administration pénitentiaire est chargée de surveiller, c'est-à-dire donc les communards, puis plus tard les transportés et puis enfin les récidivistes de la relégation. Alors, cette réquisition, elle est une violence coloniale typique, sourde, étatique, on va dire, mais on n'en connaît pas réellement de contestation, à part quelques courriers adressés par la chefferie au gouverneur à l'époque. Mais en tout cas, les conséquences sont extrêmement lourdes, puisqu'elles vont entraîner l'exil en fait forcé de la population de l'île des Pins sur l'autre côte, hein. Et également donc un aménagement du territoire, hein, puisque l'administration aménage le territoire, et à partir de ce moment-là, eh bien, on voit des casernements, des logements, un hôpital, un château d'eau, des cellules, des quartiers disciplinaires, une briqueterie, un four à chaux, des routes, des ponts, qui sont construits très rapidement, justement parce qu'on dispose de la main-d'œuvre pénitentiaire, de la main-d'œuvre carcérale. Alors l'expansion de la paix, qui se fait avec bien sûr la complaisance de la mission catholique à l'époque, est trop heureuse de pouvoir du coup concentrer ses ouailles sur un territoire plus petit, hein, sont particulièrement visibles archéologiquement, ne serait-ce que parce que vous avez donc tous ces témoins, j'ai bientôt fini, qui sont conservés en élévation, et tout un tas de nouveaux mobiliers archéologiques comme les assiettes, les verres de table commandés par la paix, etc., les matériaux de construction nouveaux, etc. Alors cette implantation de la paix, elle va durer jusqu'en 1910. Et en 1913, l'ensemble du territoire foncier va être rendu aux gens de l'île des Pins, malgré quelques propositions, suggestions de colons de la colonie qui vont dire, ils vont aller voir le conseil régional, le conseil de la colonie, en lui disant, voilà, écoutez, nous on voudrait pouvoir récupérer une partie de l'île des Pins pour faire de la culture, de l'élevage, on ne pourrait pas remettre les Kanaks de l'autre côté. Bon, heureusement pour les gens de l'île des Pins, ces projets de spoliation n'ont jamais abouti. Donc, en guise de conclusion, je voudrais simplement affiner le bilan démographique pour le 19e siècle. Les premiers recensements de population en fait, font état d'environ 2500 personnes. C'est les tableaux dressés par les Santaliers et par les missionnaires protestants de passage. Bilan peut-être surévalué, mais en 1900, ce qui est sûr, c'est que la population de l'île des Pins n'est plus que de 650 individus. Donc il y a une baisse drastique pendant tout le 19e,
mais pendant toute la deuxième moitié du 19e, mais on a l'impression qu'ici, il y a une espèce de stagnation, alors qu'en réalité, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer avec vous, mais l'île des Pins va accueillir, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, 1200 victimes des violences coloniales ou violences religieuses, soit des guerres de religion à Marais, soit des répressions de l'insurrection de 1878. Et donc, ces victimes, elles vont grossir les rangs de la population de l'île des Pins, alors qu'elles ne vont pas toutes repartir, alors que la population continue de diminuer. Ce qui veut dire que si, d'un point de vue strictement statistique, en fait, on retravaille ces chiffres, eh bien, on se rend compte que la population continue de baisser drastiquement pendant l'ensemble de la seconde moitié du 19e siècle. Donc le chiffre qui est là est un peu plus sérieux. Voilà, donc les premières violences avec les Européens et la population de l'île des Pins, eh bien, elles correspondent finalement au choc microbien. Ça, c'est la violence silencieuse, dont on peut suivre les conséquences par soit les estimations de population, mais aussi le biais des abandons des sites d'habitat, comme je vous l'ai dit. Les tensions, les incendies, les massacres perpétrés par les Océaniens comme par les Européens, et dont on connaît l'existence par les sources historiques et ethno-historiques. Et puis au déplacement, au cantonnement, aux exils des populations, que l'on repère aussi grâce aux implantations européennes postérieures. Voilà, je vous remercie.